Ok, bien bonsoir. Donc ce soir, je vais vous parler de la gestion des objections, parce qu'il est un fait que dans notre métier, on a souvent des objections. On en a des bonnes, on en a des mauvaises, mais les objections ne sont jamais rationnelles. Elles sont toujours, on peut dire, à de quelques très rares exceptions près, le reflet d'une peur. Ok. Donc nous allons parler de tout ça, mais en attendant, je vais vous demander de vous-même, tout en écoutant bien sûr, de penser aux différentes objections que vous pouvez avoir. Et puis tout à l'heure, bien vous allez me les poser pour que je vous donne aussi quelques réponses. On ne peut pas faire de véritable jeu de rôle en venant sur scène comme je le fais lorsque nous faisons ce genre de formation en live dans une salle de conférence. Mais ici sur Internet, on peut quand même répondre à différentes questions. Donc n'hésitez pas tout à l'heure, préparez-vous à me lancer certaines objections, quelles qu'elles soient. Comme ça, on va pouvoir jouer un petit peu et vous donner quelques éléments de réponse et les expliquer. Ok, alors si on regarde déjà une objection, la définition du dictionnaire, ok, on va rentrer dans un cadre d'opposition. La personne va vouloir aller contre ce que vous dites. Elle va vouloir affirmer que pour se faire valoir. Okay. Elle va vous donner en gros des raisons pour rejeter votre proposition, qu'il s'agisse de produits, d'offres, peu importe, mais pour rejeter ce que vous voulez lui proposer. Alors à partir de là, eh bien, il y a des étapes essentielles pour pouvoir gérer ces objections. Et ces étapes essentielles sont toutes liées, on va dire, à l'émotionnel et à la qualité de votre interlocuteur. D'accord? Bien. Donc, voyons ce que l'on peut en tirer. Euh, L'important, c'est la maîtrise de cette objection. Si on ne la maîtrise pas, on aura un problème. La première, c'est d'écouter. On a deux yeux, deux oreilles, un nez, deux narines, qui sont des éléments réceptifs. On a aussi une bouche, qui est le seul organe émetteur que nous avons en matière de sens. Donc nous devrions écouter beaucoup plus que parler, et malheureusement, on parle beaucoup plus qu'on écoute. On va donc écouter l'objection, réfléchir aux possibilités que nous avons, aux différentes options de réponse. On va reformuler l'objection, ce qui va nous permettre d'avoir à nouveau une réponse et un dialogue sur l'objection avec le prospect. Et enfin, on va questionner l'objection. Enfin, on va y répondre, avoir confirmation de la réponse. Et enfin, on va pouvoir concrétiser la vente ou l'acte que nous essayons d'obtenir. La première des choses, ça va être d'écouter l'objection. Il y a de nombreuses raisons pour lesquelles il faut écouter l'objection. La première, et la principale, c'est pour mettre la personne en confiance. Essayez de vous mettre à la place de quelqu'un. Okay, si on vous écoute, ben vous êtes content. Donc commencez à offrir ce confort à la personne. Ça va vous permettre de créer le lien, de créer un lien de confiance. Parce que est-ce que vous aimez quand vous téléphone à la maison et puis d'avoir au bout du téléphone quelqu'un qui met 3 minutes ou 4 ou 5 à se présenter, à avoir confirmation de votre nom, etc., pour ensuite vous balancer son baratin sans même entendre ou écouter ce que vous avez à dire? La réponse est très claire. C'est un non absolu. Eh bien, ne faites pas la même chose lorsque vous êtes face à face avec quelqu'un. Okay. En même temps, pendant que vous écoutez, vous pouvez réfléchir. Vous pouvez dire, tiens, il a dit ça, donc peut-être que je vais argumenter dans ce sens. Ah, il a dit ça aussi, peut-être que non, ça c'est pas bien, il va falloir que j'aille dans ce sens. Ok. Ça vous donne le temps de la réflexion tout en écoutant. Lorsque l'on écoute quelqu'un, on l'écoute en le regardant.
Pas en feuilletant son bouquin ou en tapotant des doigts, de dire bon, ça y est, t'as fini. Okay, on l'écoute réellement. Il y a même la gestuelle de l'écoute où on est légèrement penché vers l'avant, vers la personne tout en le regardant. Ok? On montre son intérêt pour l'autre. Le deuxième point, ça va être d'envisager les options. Pendant qu'on écoute justement, eh bien, on va pouvoir gérer tout ça. On est tranquille, on est serein. Surtout ne jamais répondre du tac au tac ou essayer d'interrompre la personne quand elle émet ses objections. On l'écoute jusqu'au bout et on réfléchit jusqu'au bout. Quand la personne a fini, d'accord, ok, je comprends. Et on va pouvoir commencer à répondre. On va pouvoir commencer à comprendre l'objection, car il y a des objections que l'on ne peut pas combattre. Quelqu'un qui vous dit, moi, je ne veux parler à personne, moi, je déteste faire la promotion, moi, je veux vivre comme un ermite, c'est pas la peine de lui dire, mais écoute, tu peux quand même parler à quelqu'un. Okay? Donc, on va reformuler l'objection. L'exemple classique, si quelqu'un vous dit, ouais, mais ton produit il est trop cher, eh bien, la réponse, ça sera, donc, si je comprends bien, vous n'êtes pas prêt à payer le prix de la qualité. Et là, la personne va dire, non, non, c'est pas ça, mais enfin, bon, c'est cher pour ce que j'ai. D'accord. Donc, vous, et on rentre dans la discussion. Surtout jamais dans le conflit. On doit toujours apporter, porter la personne dans sa croyance. On doit la maintenir dans sa zone de confort, dans sa zone de crédibilité. Okay? On ne rentre jamais, entre guillemets, dans l'art des gens lorsque l'on veut écouter une objection. D'accord? Parce que très souvent, vous vous rendrez compte que lorsque vous reformulez une objection avec des termes différents de ceux du prospect, mais fidèles à son objection, il va y avoir comme un malaise. Il va se dire, attends, j'ai vraiment dit ça? Non, c'est vrai qu'en fin de compte, il n'y a pas de, j'ai pas d'objection. Okay? Et l'objection va tomber. Et vous allez pouvoir concrétiser. Quand on a terminé ce plan, ce plan, on va questionner l'objection. On va demander à la personne qu'on a en face de nous d'élaborer dans son objection. Mais si je comprends bien, ok, vous trouvez que c'est cher, mais c'est cher pour quelle raison? Parce que vous n'aimez pas la qualité? Parce que c'est un fait qu'aujourd'hui, les gens gagnent bah, peu d'argent par rapport au coût de la vie. Quel est vraiment le fond de votre objection? Très souvent, on se rend compte que l'objection a été une barrière établie parce que la personne n'a pas compris la proposition, n'a pas compris le service ou le produit. Ça peut être lui qui a mis une barrière trop tôt, ça peut être nous qui ne nous sommes pas bien exprimés, ça peut être un problème culturel, il peut y avoir plein de raisons. L'autre n'est pas un idiot parce qu'on a une différence culturelle. Il est à nous de nous adapter à notre client. Le client est roi. D'accord? Donc à notre prospect en l'occurrence. Okay? Donc il est important de discuter de cette objection, mais encore une fois, d'une façon aimable, d'une façon agréable avec notre prospect. Parce que sinon, eh bien, on va le planter. Chaque fois que l'on contrarie quelqu'un, on élève un petit peu le mur de la communication.
la barrière de la communication. L'art de maîtriser une discussion et une barrière, c'est de donner toujours l'impression à l'autre qu'il a raison. C'est la caricature dans le couple. Tiens, faut qu'on refasse la peinture de la chambre. Hein. Ouais, comment tu la vois, toi? Madame, ah, moi je la vois rose. Le gars, ah, moi je la voyais blanche. Ben, celui qui va réussir à bien communiquer, c'est une caricature bien entendu, c'est ah, tu la vois rose. Ouais. Ah, pourtant, moi je la vois bien blanche. Hein. Et puis elle, ouais, blanche, hein. Ouais. Ouais, c'est peut-être pas mal blanc. Ouais. Ouais, t'as raison, peut-être que blanc c'est pas mal, c'est vrai, c'est lumineux et tout. Mais et si on la faisait rose? Allez, on va la faire rose. Ok. D'abord, elle aura accompagné dans l'idée du blanc pour après pouvoir lui montrer les avantages du rose éventuellement. Parce que le rose c'est doux, parce que le rose ceci, parce que le rose cela. Okay. Donc c'est toujours très important d'arriver dans la discussion et de se maintenir dans le cadre de la discussion aussi longtemps que l'on n'a pas l'autre dans le creux de sa main. Confiance, tranquillité. Quand on a tous ces éléments, eh bien on peut répondre à l'objection. Mais si on n'a pas fait ces 4 étapes, si on n'a pas maîtrisé ces 4 premières étapes, on ne peut pas passer à la suite. Quand on a tous les éléments, on peut dire ok, ouais, j'ai tout à fait compris. Eh bien, moi je vous propose d'aller dans ce sens-là. Je vous parlerai d'une anecdote tout à l'heure d'ailleurs qui va tout à fait dans le même sens, qui s'est passé à Nice il y a quelques semaines lorsque j'y étais. Mais pendant ce temps-là, vous aurez mis le prospect dans votre poche. Vous aurez établi la confiance parce que vous lui aurez montré du respect et il se sentira bien et il se dira tiens, enfin quelqu'un qui écoute. Peut-être que moi aussi je vais l'écouter mieux. Parce qu'à partir du moment où on compatit, où on pratique ce que l'on appelle l'empathie, c'est-à-dire se mettre dans la peau de l'autre, réfléchir comme si on était l'autre, arriver à le comprendre pour réfléchir comme si on était lui. Eh bien, ça va nous permettre non seulement de l'avoir véritablement dans la poche, mais de pouvoir argumenter juste, parce qu'on aura trouvé les éléments. On n'aura pas imaginé ce qu'il pense. Vous savez, quand on parle, on a toujours tendance à aller trop vite et à réfléchir par rapport à notre acquis, à réfléchir par rapport à notre vécu. Mais l'autre peut dire la même chose qu'on aurait dit avec une pensée, une arrière-pensée totalement différente. Et c'est là qu'on a besoin de s'améliorer. C'est là que l'on a besoin vraiment d'essayer de se mettre dans la peau de l'autre. Et c'est à partir de ce moment-là qu'il sera prêt à nous écouter. Sinon, eh bien, comme face à n'importe quel vendeur, on est sur la défensive, on est debout sur les freins. Donc là, on aura géré le problème objection. Et on va donc pouvoir s'assurer avoir répondu aux différentes objections, aux différents points, aux différentes raisons de l'objection, et s'assurer qu'on a résolu le problème, quel que soit le problème. OK? Si on a résolu le problème, on va pouvoir passer à l'étape suivante. Si on n'a pas résolu le problème, eh bien on va repartir depuis le début. Ah, est-ce que par hasard j'aurais mal compris? Réexpliquez-moi véritablement le fond de votre problème. Il y a peut-être quelque chose qui m'a échappé. Parce que j'ai compris comme ça et comme ça, mais si vous vous dites qu'on n'a pas résolu le problème, donc. Et on reprend au début. Et aussi longtemps qu'on n'est pas arrivé à un consensus, à un accord sur le problème, eh bien on ne peut pas aller plus loin.
Donc confirmer la réponse, c'est véritablement s'assurer qu'on a éliminé le problème. Et qu'est-ce qui reste à faire? Ben, c'est tout simple. Commencer à parler enfin de notre offre plus en détail, argumenter pour pouvoir, à la fin du compte, eh bien, faire la vente que l'on a envie de faire. Évidemment, tout ça paraît un peu complexe. Tout ça paraît très technique. Contentez-vous de compatir avec l'autre. Soyez simplement à l'écoute et vous verrez que toutes ces démarches, toutes ces étapes vont être automatiques. Je ne veux même pas dire naturelles, simplement automatiques. Laissez l'autre être la personne importante. Regardez-la avec le sourire et compassion et tout le reste va suivre. D'accord? Votre capacité à gérer cette situation va être la réponse au plus gros problème dans notre métier, c'est celui justement d'arriver à créer les liens avec les gens. Car si notre métier est le plus simple du monde, il n'en est pas pour autant le plus facile. Il en est même parmi les plus difficiles qui soient, puisque chaque être humain est différent et que l'on a donc évidemment des réponses différentes, des comportements différents, des attentes différentes, des cultures différentes. Il est donc de votre devoir d'apprendre à gérer ces objections. Faites-en une priorité et vous verrez que vos résultats vont augmenter de façon extrêmement sensible. Pourquoi est-ce que très souvent vous faites appel à votre upline qui a de l'expérience pour essayer de convaincre des gens, pour essayer de leur parler? Bien sûr, il y a le côté promotion et crédibilité, mais il y a aussi la capacité à gérer les objections. Et je vois par exemple une personne que j'ai rencontrée à Nice. Vous pouvez commencer à écrire les objections que vous avez en tête, comme ça je vais pouvoir y répondre. Cette personne que j'ai rencontrée à Nice, c'était quelqu'un qui avait décidé, non, je ne travaillerai pas avec vous, ça ne m'intéresse pas. Et je l'ai rencontré, j'ai commencé à partir à la pêche. Vous savez, un petit peu comme le pêcheur qui se dit, je ne sais pas ce qu'il y a comme poisson dans cette rivière, mais je vais essayer la mouche, je vais essayer les vers, je vais essayer le pain. Et je lui ai lancé tout plein d'hameçons. Pour en fin de compte nous retrouver sur un terrain qui est celui de l'intérêt de l'être humain, qui n'est pas celui de l'argent. Et progressivement, en lui posant des questions et en l'écoutant surtout, parce que j'ai passé au moins 20 minutes à l'écouter avant de lui parler, eh bien, je lui ai fait des propositions. Par exemple, en l'occurrence, c'était celle d'aider les gens. Ben justement, c'est ce qui m'intéresse, c'est ce que j'aime. Ok, mais on vous a déjà dit que si vous ne vous aimez pas, vous ne pouvez pas aimer les autres. Si vous n'avez pas d'argent, vous ne pouvez pas aider les autres. Si vous n'avez pas la liberté, vous ne pouvez pas aider les autres. Ah, c'est vrai. Ok. Mais pour moi, là, là, là. Et il commençait à argumenter et je lui répondais. Eh bien, au bout du compte, quand on s'est quitté, eh bien, il m'a remercié. Il était content de m'avoir rencontré. Et il m'a dit qu'il allait être des nôtres en janvier, parce que pour l'instant, pour X raisons, c'est un gars cool, il n'a pas besoin tout de suite de ça. Mais je l'ai sensibilisé à tout un tas de choses par rapport à ses arguments.
C'est au bout du compte. Je n'ai rien dit d'autre que ce que j'aurais dit à quelqu'un qui me dit ouais, moi je veux gagner plein de fric. Rien d'autre. Mais j'y suis arrivé par d'autres biais qui sont celui que lui m'a donné. Il m'a donné ses arguments. J'ai répondu à ses arguments pour arriver à ce que je voulais lui dire. Si je ne l'avais pas écouté, au lieu de nous rencontrer pendant 2 heures, il serait sans doute parti au bout d'une demi-heure. Et j'aurais pu être certain qu'il ne serait jamais venu un associé. Il ne l'est pas encore devenu, on verra. Mais c'est par cette écoute que je l'ai mis en confiance et qu'il m'a écouté qu'on a pu avoir un échange. Parce que j'ai donné des réponses à ses préoccupations et à ses objections. Et c'est vrai qu'au début, il était très fermé, et à la fin, et on le voit même dans son attitude, hein, l'attitude dans le fauteuil, on n'est plus crispé, le dos cambré, penché en avant. Mais à la fin, il était plutôt vautré dans le canapé, parce qu'il était confortable. Donc voilà, c'est un exemple comme un autre qui veut illustrer la chose. Okay. Donc, soyez conscient que les objections rationnelles sont rarissimes. Une objection, c'est une démonstration de la peur. La peur de ne pas prendre la bonne décision, la peur du changement, la peur simplement de prendre une décision, la peur de se faire tromper. Okay, du genre, ouais, mais est-ce que tu es sûr que ta société est sérieuse? Non, madame, je travaille pour une société exprès parce que je sais qu'elle n'est pas sérieuse. Ok. C'est toujours le genre de remarque que l'on va avoir. Okay, la peur de la critique des amis. Imaginez un gars qui est agent immobilier ou même le patron d'une agence immobilière, et puis demain, il va proposer un produit en vente directe, de la main à la main, sous la table. La peur. La peur d'agir trop vite. Oui, mais et si il y a une autre société qui vend le même produit demain et que moi je me coince avec ça? Non, je préfère attendre. Ok? Voilà. Donc ça, ce sont tous les arguments que l'on peut gérer. Il y a toujours une peur de quelque chose derrière une objection. Alors vous me parlez ici de quelques objections. Le MLM avec un autochip, ça ne me plaît pas car cela coûte cher et ne fonctionne pas en France. Je préfère sans devoir payer tous les mois. Ok. La première des choses, moi j'aime bien faire un parallèle avec l'entreprise traditionnelle. Parce que les gens qui répondent ça, ce sont des gens qui n'ont pas compris que nous sommes des entrepreneurs. Et ils n'ont pas compris le parallèle avec l'entreprise traditionnelle. Ils n'ont pas compris qu'une entreprise traditionnelle, ça coûte une boutique 20, 30, 40, 50 000 euros quand on a fait les dépôts de caution, les enregistrements, qu'on a payé ses charges pendant un an, que l'on a mis les cautions du loyer, qu'on paye son loyer tous les mois, qu'on a payé l'agencement, qu'on paye de la pub, que l'on paye la décoration de la vitrine, que l'on fait le stock de produits, parce que dans une boutique, il faut avoir des produits, beaucoup plus qu'en marketing de réseau. Okay, la personne n'a pas compris ça, donc il est clair que la réponse, ce sera ah, d'accord, ouais, je comprends. Ok. Alors, laisse-moi reprendre mon argumentation parce qu'on ne met jamais la faute sur l'autre. Ok. Laisse-moi reprendre mon argumentation. Sans doute, je ne me suis pas très bien expliqué. Voilà. On parle ici de monter une entreprise. On parle ici, par exemple, de franchise individuelle. Est-ce que tu imagines quelqu'un qui ouvre une franchise McDo? Combien ça lui coûte? 1 million d'euros? 500 000 euros? Je vous avoue ne pas avoir les prix justes. D'accord. Et tu ne penses pas qu'il va devoir acheter des frites, des hamburgers, tout le matériel? Je ne pense pas qu'on le lui livre s'il n'a pas payé. Donc il doit le payer d'avance aussi. À ton avis, est-ce qu'il en a pour
500 euros ou 1000 euros, comme chez nous. Tu dois, mon ami, penser entreprise. Il est clair que si tu te positionnes comme un salarié, c'est pas notre cadre ici. Et puis on va réexpliquer le principe de l'entreprise. Qu'en fin de compte, eh bien, on a besoin d'avoir un petit stock de produits. Et comme on est censé vendre, hein, on est quand même ici pour faire un petit peu de vente, plus créer un réseau, eh bien, on a besoin d'avoir des produits d'abord pour nous, parce que si on ne consomme pas notre produit, on ne peut pas en parler. On est d'abord des clients satisfaits. Ensuite, eh bien, il nous faut un petit peu de produits pour faire des démonstrations, des dégustations. Donc, l'autoship, c'est simplement comme l'assurance que tu vas payer tous les mois. L'autoship, c'est comme l'essence que tu mets dans la voiture pour aller chez ton employeur. L'autoship, c'est simplement avoir ta consommation personnelle. Et ta consommation personnelle, c'est ta crédibilité. Okay. Donc, moi, je vais argumenter dans ce sens-là. Je n'ai pas envie de faire de l'argent sur le dos des autres. Mm-hmm. J'aime beaucoup cette question parce que elle est simple à répondre. D'accord. Donc, tu ne monterais jamais un commerce. Parce que quand tu as un commerce, tu es obligé de faire une marge et tu es obligé quand même euh, de vendre ton produit ou ton service. Et on s'arrête là. La personne va automatiquement être obligée de réfléchir. Parce qu'elle ne peut pas dire oui, oui, mais de toute façon, ok. Ou alors elle te dira oui, mais je ne peux pas monter un commerce parce que je ne peux pas imaginer vendre. Quiconque montre un commerce commence par en parler à son entourage parce qu'on a besoin de clients et on a besoin que notre entourage nous aide à avoir des clients. Vrai ou faux? Je dirais plutôt c'est juste ou j'ai raison. Okay, parce que l'option faux n'existe pas dans ce cas-là. La composition des produits. Ben, quand on sait que tout ça c'est faux, eh ben, on leur donne des arguments tout simplement, gentiment. Okay, un produit qui est, pour des raisons purement commerciales et économiques, rejeté par un pays ou par un ensemble de pays, eh bien, on va leur apporter la preuve que c'est c'est faux. Et les preuves existent. Okay, puis on va lui demander aussi éventuellement, d'accord, dans les cacahuètes là que tu manges à l'apéro tous les jours, tu sais ce qu'il y a comme composant? Glutamate, huile de palme. Ok. Donc on va tout simplement là avoir des arguments qui sont extrêmement basiques et que nous travaillons régulièrement. Okay. On a des documents, on a des preuves pour démontrer que les composants de nos produits sont sains et sont valables. D'accord? Voilà. Donc on va faire le parallèle avec des choses que les gens connaissent. Parce que de même que l'on va éviter le jargon de notre métier, marketing de réseau, du genre upline, downline, matching bonus et tout ça, on va toujours faire le parallèle avec des choses que les gens connaissent. Et là, ils vont se retrouver. N'oubliez pas que les gens à qui nous parlons ne connaissent pas nécessairement notre industrie. Les gens à qui nous parlons ont je dirais, sont victimes de notre culture qui nous interdisent de parler argent, qui nous interdisent de gagner de l'argent, qui nous interdisent d'aller vers la liberté financière.
Okay, vous connaissez tous cette histoire sans doute des puces qu'on met dans un bocal, on ferme le bocal et puis elles sautent, elles sautent, elles sautent et à force de se taper la tête contre le couvercle, ben, elles finissent par ne plus sauter. Un jour, on peut ouvrir le bocal et les puces ne sauteront plus. Parce que elles auront, entre guillemets, appris que sauter, ça fait mal à la tête. Bien, à force d'entendre dire que l'argent est la source de tous les maux, eh bien, on finit par rejeter l'argent. Je vous rappellerai notre formation sur les riches pensent autrement, où justement, quand la classe moyenne pense que l'argent est la source de tous les maux, les riches pensent que la pauvreté est la source de tous les maux. Et franchement, est-ce qu'il y aura autant de cambriolage s'il n'y avait pas de pauvreté? Y aurait-il autant d'envie s'il n'y avait pas la pauvreté ou les fins de mois difficiles? Ok. Voilà les arguments principaux que nous pouvons amener. Comment nous faire confiance alors que les gouvernements n'arrivent pas à trouver de solution? Qui vous a dit que les gouvernements voulaient trouver une solution pour nous? Qui vous a dit que votre patron vous voulait du bien? Quand vous voyez les patrons qui gagnent des centaines de milliers de dollars, d'euros, des millions d'euros par an, et qui vous donnent une misère qui ne vous permet pas de finir les mois, mais le gouvernement c'est pareil. Qui paye? Alors on ne va pas rentrer en politique, hein, mais le monde change. Il y a 30 ans, 50 ans, quand on avait un boulot, on l'avait pour la vie et on passait sa vie dans la même entreprise. Aujourd'hui, on change en moyenne 7 fois de boulot, d'emploi dans sa vie. Vous avez vu aujourd'hui tous ces jeunes qui gagnent des dizaines de milliers d'euros par mois en montant des petites boutiques sur Internet? Vous avez vu la crise en Islande, en Grèce, en Espagne, en Italie, pas encore déclarée mais en France? Avez-vous entendu dire que tous les pays du monde, à part deux ou trois, sont en déficit budgétaire? Avez-vous compris que nous ne vivons que sur de la fausse monnaie aujourd'hui? De la fausse monnaie officielle, puisque ce sont les gouvernements qui le font, mais c'est quand même de la fausse monnaie parce qu'il n'y a pas de contre-valeur. Nous sommes à une période charnière. Le modèle économique actuel est fini. Les assurances, il y a 50 ans, n'existaient pas. Aujourd'hui, elles existent. Le chômage, il y a 50 ans, n'existait pas. Aujourd'hui, il existe. Plus pour longtemps. Les retraites, il y a 50 ans, n'existaient pas. Aujourd'hui, elles existent. Plus pour longtemps. Nous sommes dans cette tournure majeure des événements et de vie. Je vous invite à y réfléchir. Je suis prêt à répondre à toutes vos questions et à vous donner surtout des éléments de réflexion parce que ma valeur n'est pas d'or, ma parole n'est pas d'or, mais vous vous rendrez compte qu'il y a beaucoup d'économistes, les vrais, hein, pas les pions du gouvernement, qui seront d'accord avec cette théorie. Vous avez un choix. Ouvrir l'esprit pour attraper l'opportunité ou le rejeter. Et j'espère ne pas vous revoir un jour, quand je roulerai en Rolls sous les ponts de Paris, de vous voir en train de dormir dans un sac de couchage. Comment me croire? Je vous prends pour quelqu'un d'intelligent, même si vous avez été, comme moi d'ailleurs, formé dans notre moule,
Donc j'en appelle à votre intelligence et votre capacité de réflexion. Je ne chercherai pas à vous convaincre plus avant, c'est dans vos mains. Vous n'aimez pas vendre? Vous n'avez pas besoin de vendre. Combien de fois dans votre vie avez-vous parlé avec enthousiasme d'un restaurant à des amis, à de la famille, à des voisins, en leur suggérant d'y aller? Combien de fois dans votre vie avez-vous parlé d'un film, d'un bouquin, de vos vacances, avec enthousiasme, en proposant à vos amis d'acheter, de voir ou d'y aller? Vous me dites que vous n'aimez pas vendre? On vend tous. On vend tous lorsque l'on partage avec enthousiasme ce que l'on aime. Vous aimez être en bonne santé? Nos produits vous permettent d'être en bonne santé. Vous n'avez pas envie d'en faire profiter vos amis? Voilà le genre de réponse que l'on peut donner. Toujours aller dans le sens de la personne d'abord, en lui donnant des arguments par rapport à un monde qu'il connaît. Et c'est aussi simple que ça. Voilà mes amis, j'espère que ça a répondu à quelques questions. Je ne peux que, et surtout, vous inviter à garder ces éléments en tête pour ne pas laisser passer les opportunités. À garder tous ces éléments en tête, de garder à l'esprit que la gestion des objections, c'est quelque chose de primordial et c'est ce qui va vous mettre les gens dans la poche ou monter un mur entre vous. Sur ce, je ne peux que vous souhaiter plein de succès et vous dire à très bientôt sur les plus hautes marches du podium.